Le rendez-vous politique, comme chaque lundi sur Télémiroir. Ce soir, c'est avec Hervé Schiavetti qui a franchi le Rhône pour venir jusqu'à notre studio. Hervé Schiavetti, maire d'Arles, conseiller général des Bouches-du-Rhône, membre du Parti communiste français, maire depuis 2001, réélu et ô combien au premier tour, largement plus de 57% des voix, c'était en 2008. On va parler avec vous d'Arles. Oui. Pourquoi pas, c'est assez logique, mais on va parler également des prochaines échéances politiques, des élections régionales qui se profilent dans un contexte où les collectivités locales font la une des journaux, la réforme est en cours et il y a une véritable fronde des maires comme vous. On en parlait dans le journal il y a un instant contre notamment les projets du gouvernement en matière de fiscalité locale. Peut-être commencer avec Arles, si vous le voulez bien. En 2008, vous êtes réélu, allez, je vais dire triomphalement. Vous êtes modeste, mais enfin, on peut le dire tranquillement comme ça, plus de 57% dès le premier tour. Vous êtes plutôt perçu comme un homme de consensus. Vous avez fait ce consensus autour de vous. Pourtant, on sent poindre dans votre commune quelques critiques, notamment du côté du monde du sport, qui vous reprocherait. C'est bien de faire des efforts sur le budget, mais on laisse passer quelques investissements possibles. Le foot, par exemple, qui est plutôt à Avignon aujourd'hui qu'à Arles. On a eu sur ce plateau un président de club d'athlétisme aussi qui critiquait votre approche du sport. Comment faire pour réussir ce deuxième mandat ? Les deux choses ne sont pas obligatoirement liées. La réussite d'un mandat municipal s'articule principalement autour d'objectifs de la municipalité et pas obligatoirement ponctuellement sur tel ou tel autre aspect. Et c'est vrai que nous avons des gestions budgétaires qui sont très contraintes. Nous avons perdu 350 000 euros de dotation de l'État il y a 3 ans, 500 000 euros il y a 2 ans, 598 000 euros l'année dernière. Des pertes de dotation qui sont liées à quoi? Qui sont liées aux règles de calcul des financements de l'État et pour les collectivités territoriales. Puisque nous avons une évolution de notre population qui est passée de 51 000 habitants à 53 000, donc qui sont directement liés au mode de calcul et aux choix qui sont faits par le gouvernement. Et donc nous n'avons pas obligatoirement la possibilité de faire des investissements comme nous le souhaiterions. Et je comprends tout à fait qu'un certain nombre de dirigeants associatifs aimeraient que l'on puisse aller plus vite, plus loin, plus haut, plus fort. Mais nous devons respecter les règles de la comptabilité publique et présenter notre budget en équilibre sincère et véritable. Le départ d'Arles à Avignon, même si c'est toujours le club de l'AC Arles Avignon, vous le vivez comment, sachant en plus que, effectivement, contre beaucoup d'attentes, c'est un club, on en parle beaucoup bien sûr sur cette antenne, oui, qui fait une très belle saison. Oui, c'est une formidable aventure pour le président de ce club, ceux qui ont créé cette ACA, cette association, et puis maintenant pour le président du club professionnel, pour l'entraîneur Michel Estevan et pour les joueurs. Je suis très heureux, je me déplace à Avignon malheureusement puisque je n'ai pas la possibilité d'offrir un investissement qui représente une trentaine de millions d'euros pour pouvoir accueillir dans cette division-ci. La perspective étant, il fallait s'engager sur une construction d'un stade, hein, oui, c'est ça? Oui, parce que nous ne pouvions pas adapter notre stade et l'adapter coûtait 11 millions d'euros. Nous n'en avions pas non plus les moyens. Donc nous n'avions aucune solution technique possible. Pour réaliser un stade, il faut investir des sommes de cette nature. Nous, lorsque nous augmentons les impôts, nous produisons 100 000 euros de recettes supplémentaires lorsque nous l'augmentons de 1% le taux. Donc c'était même impensable du point de vue de l'équation budgétaire. Inatteignable. Hein, inatteignable. Mais alors je me déplace, bien sûr. Je vais à Avignon. Vous êtes supporter et je suis à Avignon. Et d'ailleurs, j'y rencontre Marie-Josée Roig, bien sûr. Je suis très heureux pour les joueurs de football qui font cette aventure, qui connaissent ce moment exceptionnel. Et puis, j'espère qu'un jour, l'économie générale des collectivités territoriales sera bouleversée et que nous pourrons, à l'échelle d'une intercommunalité du Pays d'Arles, porter un projet de cette nature. C'est ce que je peux souhaiter. Et puis, je souhaite pleine réussite à cette équipe de professionnels arlésiennes et avignonnaises.
On reste à Arles avec un débat qui a agité votre commune, qui l'agite périodiquement, c'est celui de la gestion du patrimoine. Nîmes a la chance d'avoir un patrimoine extrêmement riche, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, du reste. Sur Nîmes, votre voisine en Romanité, on a fait le choix de la délégation de services publics avec une société Culture Espace. Vous n'avez pas fait ce même choix à Nîmes, à Arles, pardon. Est-ce que c'est quelque chose qui peut évoluer ? Non, c'est volontairement que nous avons fait le choix d'un service public, tout simplement parce que... C'est un choix politique, parce que ça tient votre étiquette, ou c'est... C'est un choix politique au sens de la gestion de l'intérêt général, pas au sens idéologique et d'un parti pris qui serait formé. Puisque j'avais rencontré en 2002 les dirigeants de Culture et Espace qui appartiennent à un grand groupe français et qui étaient venus me présenter cette solution. Nous avons 118 monuments. Il y en a 18 qui sont des monuments insignes et traversés par plusieurs dizaines de milliers de personnes, voire centaines de milliers de personnes. Nous appartenons et notre patrimoine est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Les contraintes qui s'attachent à cette gestion ne peuvent pas nous permettre de la déléguer à un tiers qui conserverait les 3 ou 4 ou 6 monuments les plus beaux en imposant des contraintes qui seraient celles d'une rentabilité financière et en laissant la possibilité à la commune de gérer les autres monuments qui n'ont pas ou une moindre fréquentation. Et donc nous sommes obligés de faire un choix qui porte la dimension de la totalité de notre patrimoine, qui la met en valeur aux yeux de ceux qui viennent visiter et qui nous permettent cette politique de pouvoir en permanence porter des animations, faire connaître. Et cela ne peut se faire que dans le cadre du service public puisqu'il n'y a pas de rentabilité à ce patrimoine. Le patrimoine arlésien, effectivement, est insigne et il nous coûte des moyens budgétaires. Nous les mettons en place parce que nous pensons que c'est notre avenir et pour nous, c'est un enjeu de politique de développement de la cité arlésienne. On a compris votre position, elle est claire, elle est réaffirmée ce soir sur ce plateau. Pas d'idéologie, vous l'avez dit, pourtant vous êtes issu et toujours membre d'un parti qui se réclame d'une idéologie forte. On a fêté, c'était lundi dernier, il y a une semaine, la chute du mur de Berlin, les 20 ans de la chute de ce mur et de la chute du système dit communiste à l'Est. Comment le communiste que vous êtes toujours, voit cet événement 20 ans plus tard? Je crois que je l'ai dit lors des commémorations du 11 novembre dans mon discours fait aux associations d'anciens combattants et de résistants et patriotes. Je me félicite, moi, de la chute du mur de Berlin. C'était une étape indispensable pour que les citoyens de l'Europe de l'Est retrouvent la liberté. Et on ne peut pas porter une idée que l'on pense généreuse et émancipatrice si elle n'est pas porteuse de liberté. Et manifestement, cette expérience du communisme dans l'Europe de l'Est et en Union soviétique amène, comme dans d'autres pays, en Chine ou à Cuba, à une restriction des libertés. Et donc il faut bien considérer aujourd'hui que ce n'est pas cet engagement politique-là que j'ai eu lorsque j'étais en âge d'être adulte et de m'engager politiquement. Et donc je crois qu'il y a une antinomie profonde entre cette forme de développement que l'on a connue là-bas et puis ce que nous voulons essayer, et ce pourquoi nous nous sommes engagés il y a bien longtemps et ce que nous voulons essayer de construire. Donc la chute du mur de Berlin est une bonne chose car elle permet de porter dans un autre contexte politique ce que peut représenter une appartenance au Parti communiste et être militant communiste. C'est vrai que le Figaro a titré « C'est la fin du communisme ». C'est l'histoire sociale et politique qui le dira dans les années à venir. Peut-être est-ce le cas. Et si ce n'est pas le cas, nous verrons bien si nous pouvons encore être utiles et apporter quelque chose à une société riche et moderne et mettre notre force au service de tous nos concitoyens, dans le cadre bien sûr d'un débat politique normal et respectueux de la démocratie, avec des alternances qui sont tout à fait nécessaires, ou dans le cadre d'une force gouvernementale à laquelle nous serions associés, comme cela a été le cas dans d'autres périodes de l'histoire politique de la fraise. Force gouvernementale ou force régionale, vous avez cité le Figaro, un sondage du Figaro, c'était il y a quelques semaines, sur les élections régionales, qui situe une liste qui associerait le Parti communiste français
et le parti de gauche, hein, ce qui a été dénommé le Front de gauche lors des élections européennes en juin dernier. Donc ce sondage pour la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous situe au niveau de 3%. 3%, c'est très peu puisqu'il faut 5% pour prétendre fusionner avec des listes qui seraient arrivées devant, 10% pour prétendre se maintenir. En 2004, vous aviez fait le choix de l'union dès le premier tour, aux côtés de Michel Vauzel. J'ai noté qu'il y aura une consultation des militants communistes dans cette semaine pour la stratégie régionale. Est-ce qu'il n'est pas temps justement de réviser cette stratégie régionale et peut-être de reconsidérer cette option front de gauche? Il appartient aux militants communistes et à ses responsables et aux élus que nous sommes de poursuivre la discussion. Effectivement, il faut bien regarder ce sondage. Et par exemple, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous sommes associés depuis 2 mandats avec Michel Vauzel, qui en est le président. Nous avons un bilan qui est excellent. Et nous avons pris une part active. Nous avons 23 conseillers régionaux sortants. Et je pense qu'il faut regarder à la fois à travers ce sondage qui conduit naturellement à conclure qu'il faut faire l'union dès le premier tour. Et il ne faut pas exclure cette hypothèse-là dans notre réflexion avant de prendre la décision. Et puis il y a une plus problématique. Vous-même, vous penchez plutôt pour quoi? On sait que vous êtes plutôt proche de Michel Vauzel, qui est arlésien comme vous, qui est député de... Je dirais que la proximité géographique m'amène naturellement à pencher pour la réalisation d'une liste de large union dès le premier tour. Après, j'appartiens au Parti communiste. Comme toujours, je serai extrêmement attentif à ce que dira et aux décisions des militants qui auront pris le temps de réfléchir, de voter. J'ai participé moi-même au débat et j'ai dit mon point de vue. Il est vrai qu'une question nous est posée, puisque en 2014, avec la réforme des institutions territoriales, il n'y aura plus d'opposition en France, puisque l'ordre des choses sera complètement bouleversé, ou une opposition beaucoup plus faible. Alors vous subodorez que le mode de scrutin, avec un scrutin à un seul tour... Bien sûr, et il est pensé pour cela, à un seul tour, va défavoriser. Là, pour le coup, il faudra faire l'union, sinon... Donc la raison de cette réforme doit être aussi prise en considération, parce que 2014, ce n'est pas loin, et qu'il faut d'ores et déjà travailler à la plus large union, bien au-delà des appréciations. C'est mon point de vue, et je comprends tout à fait que l'on ne puisse pas le partager. D'autant, comme je le disais, qu'il faut constituer un large rassemblement pour 2012. Et là, le mode de scrutin ne sera pas changé. Et si l'on veut que cette réforme territoriale soit repensée avant 2014, il faut bien se poser la question des élections présidentielles de 2012. Et il est donc indispensable que, à la fois, les forces réformistes et d'ouverture soient rassemblées en 2012, mais aussi toute la gauche. Et donc j'imagine, je pense que cette proposition qui vient des directions, des formations politiques de gauche, s'inscrit dans la volonté d'arriver à former un cadre qui permette de rassembler tous les gens qui sont dans des mouvements de radicalité. Mais néanmoins, l'élection régionale me semble un bon moment pour mettre en évidence ce que l'on a réussi à faire dans un gouvernement local. On l'a fait dans l'union avec d'autres forces de gauche. Et moi, il me semble que c'est une ouverture qui me convient mieux que celle de vouloir essayer de construire un espace politique qui ne se présentera pas forcément. Vous, on a compris votre point de vue, c'est clair, plutôt l'union au premier tour pour vous. Vous avez évoqué bien sûr ces changements de loi électorale. Il n'y a pas que ça qui concerne les collectivités territoriales, on l'a dit, il y a également la suppression de la taxe professionnelle, cette fronde des élus locaux, particulièrement des maires en ce moment, mais on a beaucoup entendu également des présidents de conseils généraux. Est-ce que ça vaut encore le coup de piloter des régions ou des départements si de toute façon on n'a plus les moyens de le faire correctement? Alors c'est un des arguments. La décentralisation de Gaston Defferre de 1982, une formidable expérience politique, et on le voyait tout à l'heure dans votre reportage. Si on construit des régions, grâce aux régions, des lycées, si l'on ouvre des centres de recherche,
si l'on crée des pôles de compétences et de réussite, si l'on inaugure des maisons de retraite. C'est parce qu'il y a eu la décentralisation. C'est parce qu'il y a eu la décentralisation de 1982. Elle est une formidable aventure politique et on peut dire que l'on a aujourd'hui des collectivités territoriales qui sont extrêmement proches de nos concitoyens. C'est ce qui d'ailleurs pose problème au président de la République et c'est la raison pour laquelle il a engagé cette réforme de fond qui va affaiblir considérablement la représentation des collectivités territoriales. Le deuxième élément, c'est bien sûr ce formidable transfert de charges. Alors il y a la crise qui aujourd'hui ne permet plus de remarquer sans difficulté ce que représentent les compétences transférées et avec ce qu'elles peuvent coûter pour les collectivités territoriales. Nous avons eu une séance de travail au Conseil général des Bouches-du-Rhône, dont je suis le vice-président. Accumuler les charges transférées dans le domaine social, le RSA, le RMI, l'aide aux personnes âgées, représente plus de 800 millions d'euros sur les 5 dernières années, non compensés. Et il est bien évident que sans moyens, ces collectivités territoriales n'apporteront plus le même niveau de service public et cela est une préoccupation première en période de crise. Enfin, je dirais, et surtout, que c'est une représentation politique dans un équilibre institutionnel où l'État, les régions et les départements se voient confier des responsabilités. Le gouvernement, le président de la République, le gouvernement et le Parlement sont portés en responsabilité par l'UMP. Dans les grandes régions, les grands départements, ce sont plutôt des responsabilités qui sont données à la gauche. Et on a ainsi un équilibre des pouvoirs. Aussi des arrière-pensées politiques. On a un équilibre des pouvoirs. Et bien sûr, il existe des arrière-pensées politiques parce qu'il y a l'élection présidentielle de 2012 et le président de la République souhaite aborder cette élection présidentielle dans des conditions bouleversées du point de vue des collectivités territoriales. On a compris votre analyse. Merci Hervé Schiavetti d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de Télémiroir. Je crois que c'était votre première venue Tout à fait. Ici, même si merci beaucoup de m'avoir accueilli. Périodiquement, régulièrement l'occasion de vous rencontrer sur Arles. Merci à vous tous d'avoir suivi ce rendez-vous politique. Je vous l'ai promis tout à l'heure dans Miroir des Sports. Vous retrouvez maintenant dans le Carrousel Sculpte, la toute nouvelle émission à la découverte des sports extrêmes. Et puis pour l'invité de la semaine prochaine, on y travaille, on vous informera. Merci encore de nous avoir suivis, à très bientôt sur Télémiroir.